Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de cette rivalité FC Barcelone-Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid a encore une chance de remporter la Liga? Est-ce que le FC Barcelone va faire un sans faute et écraser le rival madrilène? C'est ce que nous allons voir. Allez, go! Dans cette vidéo, j'aimerais donc aborder les différentes dynamiques que traverse le Real Madrid d'un côté et le FC Barcelone de l'autre. Eh bien, commençons par le FC Barcelone. Le FC Barcelone, le dernier match, on l'a vu, ils ont outrepassé Séville avec facilité. C'est une équipe qui défend bien, construit bien et qui devant a ce joueur clé, cette vedette, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a été vraiment un pari gagnant de la part de la direction sportive du FC Barcelone, puisque aller chercher ce joueur, d'ailleurs on dira aussi que la presse madrilène a un petit peu aidé en disant qu'il était pas forcément bon pour le Real Madrid parce que trop vieux, etc. Alors on a très bien vu que non, puisque Robert Lewandowski non seulement c'est un des meilleurs numéro 9 au monde, mais aussi il s'est très très vite adapté au contexte du FC Barcelone, à cette équipe, à ses coéquipiers, et même s'il ne parle pas très bien espagnol, bien on voit qu'il a des automatismes d'un grand joueur. C'est aussi ce qui fait la différence entre un joueur basique, un joueur régulier et un joueur très talentueux, un top player, parce que ces joueurs-là, une de leurs caractéristiques, c'est le fait de s'adapter très très vite à n'importe quel style de jeu. Eh bien, le FC Barcelone, comme je l'ai dit, non seulement à Lewandowski qui va te permettre d'aller chercher ces victoires 1-0 lorsque peut-être le résultat le plus juste, on va dire, même si c'est pas vraiment de justice au football, ça serait le 1-0 ou le 0-0 ou même voire de perdre un 0. Eh bien, le FC Barcelone va peut-être gagner d'une longueur d'avance seulement avec un but de Robert Lewandowski à la 90e ou à la 85e. Donc ils ont cet élément différentiel et en plus de ça, maintenant on l'a vu avec un Rafinha qui monte en puissance sur l'aile droite et un Rafinha qui ne semble pas trop touché par les critiques. Quelque chose par exemple que si on compare avec le Real Madrid, Asensio a vraiment du mal à l'idée avec ces critiques-là. On a vu aussi Valverde au milieu de terrain pour faire une comparaison un peu plus large entre tous les joueurs et lui aussi a été touché sur le plan mental après la Coupe du Monde. Alors que Rafinha, lui, ne semble pas touché par les critiques et même semble être de plus en plus confiant sur le terrain. Il apporte avec ses débordements, avec sa vitesse, avec sa qualité de centre, sa qualité de passe, sa vista, et il peut aussi marquer. Donc devant, on a ce Rafinha qui a pris, disons, la place de Dembélé suite à cette blessure de Dembélé et qui semble être maintenant le favori de Xavi parce que faut pas se cacher, Ferran n'est pas... Bref. Ferran, on aura peut-être le temps d'en parler dans une autre vidéo, mais vraiment Ferran n'est pas un joueur qui devrait jouer dans les grandes équipes. Pour moi, Ferran c'est un joueur sans plus, mais bon, ça serait pour une autre vidéo. Donc du coup, ils ont ces deux joueurs-là qui fonctionnent très bien en attaque. À gauche, il peut y avoir Ansu Fati, par exemple. Il peut y avoir un Gavi qui va déborder et qui va aussi faire totalement la différence. On l'a vu encore une fois le dernier match où, si je ne me trompe pas, il a marqué et ça a été un des meilleurs hommes du match. Et n'oublions pas qu'il est très 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 jeune. Donc en attaque, ils ont vraiment une énorme équipe. Et puis au milieu de terrain, eh bien Pedri, De Jong, Busquets, je crois qu'il est sorti sur blessure, je suis pas sûr. Mais même Franck Kessié, on a un très bon milieu de terrain qui retrouve ce tiki-taka, cette ADN catalane sous la main, sous les ordres de Xavi. Donc un milieu de terrain qui est surtout avec Pedri, qui est très percutant, qui arrive à jouer dans les petits espaces, et surtout, et on arrive là très au point clé, je dirais, c'est la défense. La défense du FC Barcelone est la meilleure défense, non seulement en Liga, mais je dirais même de toute l'Europe. Parce que, en fait, Ronald Araujo, pour moi, c'est un monstre. C'est un joueur qui est grand, rapide, il sait bien se positionner, il arrive à jouer. C'est un joueur de ballon, donc il arrive à remonter le terrain, il arrive à construire depuis l'arrière. Même des fois, on a ces joueurs grands
qui n'arrive pas à être rapidement au sol, c'est pas son cas. Il est rapidement au sol. S'il doit faire un tacle, il est puissant physiquement. Et comme j'ai dit avant, il est très intelligent. Et donc, c'est un joueur vraiment clé dans le jeu de Xavi et dans ce jeu catalan où on relance depuis le gardien. Et même des fois, on revient jouer avec le gardien. Et puis, on essaye de construire petit à petit avec les latéraux. Et ce système en triangle, en triangulation, où on doit essayer de trouver l'homme libre. Donc, on doit faire tout simplement en sorte qu'on a un joueur qui appelle le ballon, 2 autres joueurs qui gênent et un autre qui rend la passe facile. Donc ce jeu en petit espace du FC Barcelone est rendu possible par ce qu'apporte Ronald Araujo. Et puis à côté, on a Christensen. Donc quand le Real Madrid a acheté Rudiger, qui est un monstre physique, qui est un très bon joueur, je pensais vraiment qu'ils avaient fait le meilleur choix. Mais on voit que pour le système de jeu de Xavi, il faut peut-être un joueur qui est moins physique, moins percutant dans les airs peut-être, moins fort, même en attaque sur corner par exemple, moins dangereux. Mais en termes de placement, Christensen, c'est la classe mondiale. Il est toujours bien placé, il est propre, il fait pas de faute, il est pas arrogant, il pose pas de problème. C'est pas quelqu'un qui fait parler de lui dans la presse, et c'est quelqu'un qui joue très bien au football. Donc on a ces 2 centraux qui sont vraiment le pilier du FC Barcelone, et en plus Jordi Alba sur le côté gauche qui commence de nouveau à faire de bonnes performances, et puis on a à droite, je sais plus ce que je disais, je m'égarais, mais oui, parce que j'avais une confusion, oui, c'est bien Jordi Alba à gauche, et puis à droite on a Jules Koundé, qui, ce qui est fascinant et ce qui est un peu terrible pour le Real Madrid, c'est que Jules Koundé joue latéral droit comme si c'était son poste. Mais Jules Koundé est défenseur central. Donc, il joue à un niveau très élevé. Encore un joueur de ballon, un joueur qui peut aussi remonter, mais qui sait très bien se placer, etc. Qui s'entend très bien aussi avec Jordi Alba, alors que, en réalité, il est défenseur central. Là, on voit toute la puissance de ce Barcelone de Xavi, qui est pour moi ni le milieu de terrain ni l'attaque, mais bon, l'attaque il y a Lewandowski et Gavi qui est à peu près partout, mais surtout cette défense inviolable avec Ter Stegen aussi, le gardien qui a retrouvé tout son niveau. Donc, le Real Madrid va avoir beaucoup de peine, je pense, à remonter 5 points de différence lorsqu'on voit que le Real Madrid n'a pas ces qualités-là, n'a pas ces qualités en termes d'effectifs pour combler ou même, essayer de faire face à un FC Barcelone qui semble avoir eu tout simplement plus d'intelligence en termes de recrutement et en termes de façonnement en termes de la façon dont ils ont construit leur équipe. Et maintenant, on va un peu faire le parallélisme avec le Real Madrid. Le Real Madrid a un effectif très restreint. Parce qu'en fait, la moitié des joueurs du Real Madrid ne sont pas utilisables, ou alors le coach, tout simplement, n'a pas forcément confiance en ces joueurs-là. Si je prends la défense, par exemple, on a David Alaba, on a Rudiger, Carvajal, et puis c'est tout. Pourquoi ? Parce que Militao, eh bien, il y a aussi Nacho, Fernandez, et puis c'est tout. Ce qui reste, c'est Militao, qui est peut-être le meilleur défenseur central du Real Madrid en ce moment, mais il est blessé. Ensuite, on a Ferland Mendy, qui est un défenseur gauche dans lequel j'ai déjà parlé de ses problèmes au niveau de la construction et de l'attaque et du fait qu'il n'apporte vraiment rien en termes offensifs à cette équipe du Real Madrid. Donc, on va dire que c'est plutôt négatif de ce côté-là, plutôt absent, donc il y a peut-être une lacune dans sa défense gauche, dans sa latérale gauche. Et puis, on a Nacho, qui est un joueur qui n'est pas de classe mondiale non plus, qui est un bon joueur, mais qui est un patch. Donc, j'ai déjà parlé, la défense du Real Madrid, c'est vraiment fait de patch. Pour preuve, on met Camavinga, un milieu de terrain, jeune, au latéral gauche, alors qu'on est quand même une équipe qui a gagné je ne sais pas combien de Champions League, je ne sais pas combien de Liga, qui est une des meilleures équipes au monde, et pour certains la meilleure équipe au monde, et qui n'arrive quand même pas à avoir un latéral gauche de métier. Et ça, c'est vraiment important, puisque comme je le disais dans une autre vidéo, et quand je parlais du Barça, la défense, c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner des matchs. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de mettre un but,
1-0, et si ensuite tu défends très très bien, même si c'est peut-être pas ton plan de jeu, eh bien tu vas gagner le match. Alors que tu peux marquer beaucoup, si tu as une défense en mousse, eh bien ça va être beaucoup plus difficile, même sur le plan mental, de remporter plusieurs victoires à la suite et de ne pas te faire prendre par des adversaires en surprise qui sont peut-être sur le papier un peu moins bons, comme ça a été le cas de Mallorca et cette défaite 1-0. En termes de joueurs, on a aussi des Lucas Vázquez qui sont très moyens, par exemple. On a Odriozola qui n'est jamais utilisé par Ancelotti, Valero qui est un joueur de seconde zone, et Rudiger. Rudiger, c'est un bon joueur, mais par période. Et c'est ça qui me fait peur aussi. Rudiger, j'espère que ça ne va pas se transformer dans un Carvajal, où on a une période de la saison où c'est un monstre, où il est très très bon, où il se place bien, où il intercepte, où il est bon sur le plan physique et sur le plan tactique, et une deuxième moitié de la saison où il est mauvais sur le plan tactique, où il n'arrête pas de faire des fautes, et du coup, on se prend des buts un peu à cause de lui, ou en tout cas, avec une grande responsabilité sur ses épaules. Au milieu de terrain, si on compare les deux équipes, je pense que c'est un peu équivalent. On a le Real Madrid qui a quand même de l'expérience et des joueurs de classe mondiale avec Kroos, avec Modric, avec même Carvajal. Même Valverde, qui sont des joueurs qui quand même, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là, et ce sont des joueurs qui ont l'expérience des grands championnats, des grandes rencontres, etc. Et donc, qui sont non seulement bons sur le plan du talent, mais aussi sur le plan de l'expérience. Donc là, pour moi, ça se joue avec le FC Barcelone, qui a quand même un milieu de terrain plus jeune, même si Pedri est très mature, et que De Jong est un excellent joueur, et on ne parle pas de l'expérience de Busquets. Et puis après, devant, c'est là où de nouveau, ça penche du côté du FC Barcelone, en faveur du FC Barcelone, parce que le FC Barcelone a un monstre qui s'appelle Robert Lewandowski. Et ensuite, ils ont des alliés de qualité, avec Gavi qui peut jouer donc sur l'aile gauche. Il est partout, ce joueur, il est incroyable. Mais il peut jouer sur l'aile gauche. Et puis ensuite, ils ont Rafinha qui peut aussi jouer des deux côtés. Ils ont Dembélé, même si maintenant il est blessé, donc on va peut-être dire que c'est plutôt un point négatif pour le Barça, puisque c'est un joueur aussi qui est très, très souvent blessé. Mais ils ont Rafinha, ils ont Ansu Fati qui s'y reprend un peu la forme morale sur le plan mental, va revenir, j'en suis sûr, à marquer des buts. Et donc là, on a un gros déséquilibre parce que du côté du Real Madrid, on n'a personne sauf Karim Benzema, qui est un joueur qui est top. Le problème, c'est que je pense qu'on aurait un deuxième joueur qui serait Rodrigo, et pour moi, Rodrigo devrait être titulaire devant Vinicius. Parce que Vinicius, il y a tout un climat négatif qui s'est mis sur lui, en fait, tout simplement acclimaté, augmenté par la presse, en lien avec le racisme, en lien avec le fait qu'il a tendance à beaucoup simuler aussi, parfois, à en rajouter et à mal gérer les provocations des adversaires qui, évidemment, profitent du fait qu'il y a toute cette polémique sur lui et toute cette attention et ce focus sur lui et ce qu'il va faire pour justement le déstabiliser sur le plan mental et le sortir du match. Donc il n'y a que Benzema qui est vraiment un top joueur. Benzema qui a quand même bien reculé de niveau avec cette Coupe du Monde et cette histoire qu'il n'est pas allé à la Coupe du Monde finalement et ses problèmes avec Deschamps, etc. Donc c'est plus le Benzema qu'on connaît, celui qui avait gagné le Ballon d'Or. Et en plus de ça, il est blessé. Et puis Rodrigo, qui ne joue pas à son poste, qui est sur l'aile gauche, je ne sais pas pourquoi il n'alterne pas avec Vinicius, ça reste pour moi un grand mystère, puisqu'il a toutes les qualités, et je pense qu'il est même plus intelligent que Vinicius sur le plan tactique. Ensuite, on pourrait essayer de le faire jouer neuf, comme le fait Ancelotti, mais pour moi, il n'a pas le physique, et il n'a pas ce jeu de dos qu'a un Benzema, par exemple, pour venir construire au milieu de terrain. Donc, on n'a pas de neuf. On a un ailier gauche qui est plus centré sur ses problèmes et avec la presse qui l'attaque. Et sur la droite, on a Asensio. Et Asensio, comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur en demi-teinte, c'est un joueur qui peut te faire un gros match et puis ensuite faire 3 matchs où il touche pas le ballon, où il râle, qu'il a une attitude très négative envers lui-même. Dès qu'il rate un truc, c'est bon, c'est fini. Il regarde le sol, il regarde en l'air, il souffle. Donc on a personne. Et puis sur le banc, on a des Hazard qui sont des ex-footballeurs. On a des Mariano qui sont des joueurs qui peuvent
Ils peuvent venir sur le terrain et tout donner, mais voilà, la qualité n'est pas là. Donc, disons dans la balance, c'est Barcelone qui est vraiment supérieur de ce côté-là. Et maintenant, on a ces 8 points de différence au classement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 8 points de différence? Est-ce que on pense que le Real Madrid ne pourra pas revenir? Ou est-ce qu'on dit que le Real Madrid, s'il s'accroche, s'il gagne notamment cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs et remonte en estime de soi, disons, en croyance en soi et en croyance qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent remonter ces 8 points, est-ce qu'ils ont une chance? Demander si le Real peut revenir à hauteur du FC Barcelone et faire un combat finalement compétitif, une lutte à deux jusqu'à la fin en Liga, c'est de regarder aussi les prochains matchs et de voir est-ce qu'il y a une chance qu'une aura, qu'une espèce de confiance positive revienne du côté madrilène pour qu'ils puissent ensuite se battre jusqu'à la fin et en même temps regarder les adversaires du FC Barcelone et se poser à peu près les mêmes questions. Voici, on regarde, le Real Madrid joue tout de suite, aujourd'hui encore, il joue pour la Coupe du Monde des clubs contre le Al-Ahly, si je prononce bien. Mais ce qu'on voit, déjà, ce match-là, il faudra le gagner. Parce que de nouveau, Militao n'est pas sur la feuille de match. Et ni Courtois d'ailleurs au but. Et puis, on a aussi Benzema qui est absent pour ce qui est des attaquants. Donc, on a en gros, par ligne, à part au milieu de terrain où je crois qu'on a tout le monde, le meilleur joueur qui n'est pas disponible. Donc Courtois pour le but, Militao pour la défense centrale, la défense tout court, et Karim Benzema pour l'attaque. Donc le Real Madrid devra gagner ce match-là, et c'est un match un peu à double tranchant, parce que si tu le perds, tu vas être très démotivé pour la suite, mais si tu le gagnes alors qu'il n'y a pas tes meilleurs joueurs, ça peut te donner confiance, et sur le papier, c'est quand même un match qui est franchement abordable pour le Real Madrid, qu'il devrait gagner sans trop de problèmes. Donc j'espère pour eux. Et ensuite, on a Elche à la maison. Là aussi, ça devrait être un match assez facile, puisque Elche, c'est un club qui normalement joue le bas de tableau. Osasuna, là, ça va être un match à l'extérieur. Ça va être un match très difficile et clé, parce qu'Osasuna, c'est un club du nord de l'Espagne. Et on sait que ces clubs-là jouent bien au football, ils sont agressifs, vont tout donner pour gagner contre les grands, c'est-à-dire l'Atlético, l'FC Barcelone, le Real Madrid, etc. Et donc, ça va être un match super clé pour voir si, justement, imaginons, le Real Madrid gagne le Al-Ahly, gagne contre Elche à la maison, et ensuite, il y aura ce Osasuna pour faire 3 victoires de suite. J'espère que ce sera le cas. Et ensuite, on aura le test ultime, qui sera la première manche de cette élimination, ce match à élimination de Champions League, qui sera face à Liverpool. Donc, on a ces matchs à élimination pour Liverpool, donc on en a 2, ce sera la première manche, et puis ça sera à l'extérieur. Donc ça sera à l'extérieur. Et là, ça sera de nouveau un test pour le Real Madrid, parce que Liverpool, en ce moment, ça va vraiment pas fort en première ligue. Il y a des problèmes entre les dirigeants et le coach, entre le coach et les joueurs. Ils sont dans une série de défaites. Ils ont d'ailleurs notamment perdu, je crois, 3-0 contre Wolverhampton il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si c'est le dernier match, mais en tout cas un match récemment. Ils sont dans une mauvaise phase, et donc peut-être le Real Madrid peut en profiter et gagner à Liverpool. Ça donne du moral, puisque c'est une grande équipe, c'est un grand de l'Europe, et s'affirmer par exemple avec une victoire 2-0, 3-0 donnerait une vibe très positive à l'équipe d'Ancelotti et leur donnerait confiance pour la suite. Et ensuite, le dernier match qui sera décisif, donc dans cette série de 5 matchs, ça sera le derby face à l'Atlético de Madrid à la maison. Donc si le Real Madrid gagne ces 5 matchs-là, je pense qu'il a une chance de remonter la Liga. Et de l'autre côté, le FC Barcelone, il a quelques matchs difficiles. Là, j'ai mis les 4 premiers. Il a Villarreal à l'extérieur. Villarreal qui est une bonne équipe, qui a posé plein de problèmes au Real Madrid. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils avaient gagné contre le Real Madrid en championnat. Et après, le Real Madrid avait gagné en coupe. Je crois que c'est un truc comme ça. C'était affronté en l'espace de très peu de temps 2 fois. Donc c'est une grande équipe avec Quique Setién qui connaît très très bien le FC Barcelone puisqu'il l'a entraîné, et puis qui a un style de jeu aussi basé sur ce style de jeu hollandais, ce style de jeu
à la Johan Cruyff. Et puis, on a ensuite Manchester United. Donc là, ça sera à la maison. Un défi pour Xavi puisque c'est un match européen et on sait que l'historique des Catalans dans les nuits européennes est plutôt négatif. Donc on a aussi ce côté trauma. Est-ce qu'ils vont réussir à finalement faire une performance de luxe face à un grand en Europe et montrer qu'ils sont de retour? Ou alors, est-ce qu'ils se reprennent 2-0 à la maison ou 3-0 à la maison et de nouveau, il y a les fantômes du passé qui reviennent, il y a les doutes, etc. Donc ça va être 2 matchs clés. Ensuite, Cadiz à la maison, ça devrait aller pour Barcelone. Et ensuite, de nouveau, Manchester United à l'extérieur. Et là, dépendamment du résultat dans la première manche, dans la première partie, eh bien, ça risque d'être compliqué. Donc, on voit qu'il y a quand même des opportunités relativement proches au niveau temporel pour qu'une dynamique positive se crée pour le Real Madrid et une dynamique un peu plus négative se crée pour le FC Barcelone. Même si ça va être compliqué, je voulais me poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que 8 points de différence c'est trop? Eh bien, en analysant vraiment les matchs qui arrivent là, de manière assez rapide, je pense que il y a des circonstances, certes peu probables, mais qui peuvent faire en sorte que le Real Madrid mais regagne de la confiance, et à l'inverse, que le FC Barcelone peut-être rechute et perde 1 ou 2 matchs en Liga à cause de ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous laisse me donner votre avis, si vous avez envie, dans les commentaires. Allez, ciao!